Je préfère ce micro. Pardon. C'est le titre qui m'est spontanément venu quand j'ai pensé flamenco. Je connais Vicente aussi depuis quelque temps. Voilà. Alors, ce flamenco dont nous avons bien parlé ce matin, il est originaire d'Andalousie et il se transmet dans une transmission orale, c'est-à-dire intersubjective entre deux êtres passionnés d'une forme d'expression et qui se situe pour les plus engagés au-delà de l'art. Elle se situe quelquefois du côté du sublime, lorsque le rythme, l'espace, la voix et l'esprit se confondent. Les premiers cris ont parfois été solitaires. Dès le XVIIIe siècle, chez un peuple andalou et gitan opprimé par la pauvreté et les injustices sociales. Les coplas flamencas de cette époque sont un cri d'indignation et de protestation. Le canté rondo, quand nous avions parlé de ce colloque, Vicente, tu m'as dit, moi j'ai envie de travailler sur le canté rondo, dont tu es spécialiste, et tu as fait des traductions de coplas aussi qui sont, les livres sont ici en vente. Donc ce canté rondo est un chant primitif, solitaire, d'une profonde intériorité. Il est une parole vraie, exprimant les drames de la vie, les sentiments les plus profonds et les émotions les plus intimes et intenses. C'est, à mon avis, une voie unique de témoignage vivant. Et dans notre époque, je le disais ce matin, une voie de résistance. Ce flamenco est issu d'une fusion d'expressions entre les cultures andalouses et les communautés marginales persécutées. Ses origines sont mystérieuses. Son étymologie signifie flamand, pouvant évoquer, moi ça m'a fait associer avec les chants des Juifs qui ont fui l'Inquisition peut-être à l'époque, c'est une hypothèse. Mais l'hypothèse la plus répandue est celle de la traduction de deux mots arabes, fela et mangus, qui associés signifient paysan errant. Ces deux vocables auraient été hispanisés par des gitans errants. Et le cas de Gabriel Macandé, dont tu m'as parlé et tu m'as remis l'ouvrage en espagnol, et comme je lis un peu l'espagnol, d'accord, je te le rendrai, peut l'illustrer. Cet homme d'origine gitane, né Francisco Gabriel Díaz Fernández à Cadiz en 1900 et mort en 1947 en hôpital psychiatrique, a diffusé son chant profond, singulier le long des routes d'Andalousie, de Puerto Real à Jerez et Algeciras. Il était marchand ambulant de caramel le jour et la nuit ravissait ses auditeurs dans les tavernes, chantant son chant de désespérance ou des poèmes du célèbre Enrique El Mellizo. Étourdi d'alcool et de nuit blanche dans les cabarets, il poursuivait inlassablement sa route le jour. Il sera pourtant créateur d'un style et fera un apport important à la siguirria, tu nous en parleras peut-être après, un des 4 piliers du chant flamenco, dont la précision et la détermination pourraient évoquer celle du toréador face au taureau. Le rythme est un élément essentiel de la poésie. Une de nos consoeurs, Sylvia Lippi, postule dans son dernier ouvrage, en hypothèse, un possible lien entre langage et musique dans la psychose. Un lien qui pourrait subvertir la conception de l'arbitraire du signe en linguistique et qui annule l'écart entre langage et jouissance d'un point de vue psychanalytique. Gabriel Macandé, ami des poètes et des toreros, comme Belmonte Pastor, était un des meilleurs chanteurs que les gens avaient entendus et sa renommée allait grandissant. De son chant mélancolique sortait une note si étrange, si neuve, si singulière, que l'on se demandait d'où elle pouvait jaillir. Le jaillissement d'un son ou l'improvisation en musique s'appuie sur un prétexte symbolique, comme une grille préexistante, souvent structurée en boucle, et sur lequel un travail de répétition permet de faire jaillir de nouveaux accords. Les improvisateurs nous diront s'ils sont d'accord sur cette proposition. L'improvisateur doit savoir y faire avec l'autre de la grille, et tout son art réside là. Mais sur cette grille ne se joue pas seulement la question du déchiffrage qui pourrait s'enferrer dans l'aliénation, elle contient aussi le vide, le silence de l'autre sur lequel le soliste peut faire ses accords. Un silence dont l'accueil permet la séparation.
Donc tous les enjeux d'aliénation-séparation se retrouvent aussi dans l'espace de la création musicale, comme dans toute capacité de création et de pensée. Dernier d'une fratrie de 4, Gabriel Macandé, l'abandon du père pour les Amériques très tôt, l'amour dévorant d'une mère possessive et la rivalité hostile et violente avec le frère aîné, Juan, l'avaient poussé à l'exil familial et sur les routes, dans un nomadisme constant, en fait, pour fuir et échapper à sa mère et son frère. Son caractère instable fera qu'il sera surnommé Macandé, Macandé qui signifie fou. Et l'expression favorite de la région était souvent « Estás más loco que Macandé ». Sa vie paraît être une énigme, passant des sommets de la création aux abîmes de la dépression, des insomnies, de l'alcool, des angoisses de nature psychotique, et finalement avec des hallucinations auditives persécutrices. Il sera interné très jeune, à 35 ans, dans un état physique délabré, avec un trachome, une syphilis, et sera hospitalisé donc le 16 août 1935 pour schizophrénie, mettant fin à sa carrière de chanteur de canterondo. Et moi, j'ai relevé dans cette biographie que sa mère, en fait, était décédée en août, 5 ans avant, 1930, et que c'est la rencontre avec une prostituée, Pekka, qui le fait décompenser psychiquement. L'aube arrive, les clés résonnent et mon cœur pleure des gouttes de sang, dit Gabriel Sandoval en reprenant un chant populaire local. C'est dans son ouvrage intéressant qui s'appelle Flamenco Attitude. Dans ce chant flamenco, il y a un high, non, je le dis avec mauvais accent, un high inaugural de peine et de joie qui annonce le chant. Cet art flamenco se situe au plus près du réel auquel l'homme se confronte, celui du sexuel ou celui de la mort, dans une véritable dimension réelle et spirituelle. Ces chants profonds nous permettent d'approcher cette zone d'entre-deux, qu'est le duende. Là, on a commencé à pas mal parler du duende ce matin. Et il serait peut-être à entendre dans ce temps d'entre-deux, ou peut-être comme Lacan avait dit, ce temps d'entre-deux morts. Ce temps où la grâce de l'esprit et qui permet aussi l'ouverture au spirituel, qui domine les passions et permet de se sentir en communion avec le tout environnant et l'autre vivant. Ce duende amène le spectateur à un espace nouveau, celui des émotions et des pulsions sublimées, ce destin tout à fait particulier de la pulsion lorsqu'elle se détourne de l'objet. Je vais vous citer Garcia Lorca. À travers l'arc vide passe une brise mentale qui souffle avec insistance sur la tête des morts, en quête de nouveaux paysages et d'accents ignorés, une brise à l'odeur de salive d'enfant, d'herbes foulées et de voiles de méduse qui annonce le baptême sans cesse renouvelé des choses qui viennent de naître. Ce duende serait-il, c'est l'hypothèse moi, que je me demande, ce moment si particulier du détournement de la pulsion de l'objet et donc aussi du fantasme qui lui est lié, offrant donc un espace ouvert. La sublimation modifie et déplace le but de la pulsion, qui de sexuel peut alors devenir créateur et utile à la culture et à l'universel. La sublimation des pulsions est un trait particulièrement saillant du développement de la civilisation. C'est elle qui rend possible que toutes les activités psychiques supérieures, scientifiques, artistiques, idéologiques, jouent un rôle tellement important dans la vie civilisée, disait Freud, dans Malaise dans la civilisation. Et ce passage de la pulsion dans ce qu'elle a de plus trivial et d'animal à l'élévation spirituelle, spiritualisation, disait Nietzsche, et à la création d'œuvres d'art, de culture, dans cette fascination qu'elles exercent sur l'homme, a toujours interpellé les écrivains, les artistes, les penseurs et les psychanalystes. La lilote, le non-dit suggéré et l'hyperbole jouent un rôle fondamental dans le discours amoureux où domine la passion. Cet intertexte est partout. Toréer, chanter, danser, c'est avant tout se souvenir, comme écrire et parler.
Tous les artistes créent de l'art selon leur inspiration, dit encore Luis Miguel Dominguín, ce torero célèbre dont j'avais travaillé l'an dernier. L'artiste est celui qui se risque au plus près du vide central de la chose, dit Lacan. Ce lieu où se situe aussi la jouissance, mais où s'origine aussi la sublimation. Je vous rappelle que Lacan avait mis plutôt l'accent sur le vide et son effet d'appel. Un vide qui est moins à remplir, mais plutôt à contourner pour le cerner et le voiler. Dans son Moïse de Michel-Ange, Freud se demandait pourquoi il avait été la proie d'une émotion si puissante. Dans toute œuvre d'art, a-t-il pensé, il faut que soit reproduit en nous l'état de passion et d'émotion psychique qui a provoqué chez l'artiste l'élan créateur. Et voilà, je pense que c'est ce qui passe de l'un à l'autre. Vous dire quelque chose sur la conceptualisation de sublimation qui a été introduite par Freud en 1905 dans les 3 essais sur la théorie de la sexualité. Et il avait associé d'emblée sublimation et pulsion partielle qui caractérisent les phases prégénitales de la libido. Et il s'agissait pour lui de pulsions prégénitales qui n'arrivent pas à s'intégrer dans l'organisation génitale adulte. Il existe donc une relation étroite entre les composantes perverses de la sexualité et la sublimation qui peut soulever certaines questions. Et la troisième issue, disait Freud, dans le cas d'une prédisposition constitutionnelle anormale, est rendue possible par le procès de la sublimation, en dehors peut-être d'un destin vers la névrose ou la perversion. Et Freud a utilisé ce terme de procès. J'ai cherché l'étymologie du mot sublimation, qui est un mot qui date du XIVe siècle, dont l'étymologie latine sublimare signifie élever. C'est un terme de chimie aussi qui consiste à désigner une opération, qui consiste à faire passer directement un corps de l'état solide à l'état gazeux pour le purifier, tout en conservant ses propriétés. Freud fera de la sublimation un mécanisme de défense tardif, post-oedipien, et qui va s'affirmer à l'adolescence dans toute son ampleur. Bon nombre de jeunes ont écrit dès l'adolescence. Et il est peut-être le dernier mécanisme de défense à se constituer au cours du développement psychosexuel. Freud en fera à ce moment-là une formation réactionnelle, ce qu'il écrira au pasteur Pfister dans sa lettre du 2 mai 1910. Ce que vous appelez compensation est compris chez moi sous le concept de sublimation ou sous le concept semblable mais plus clair de formation réactionnelle. Voilà. Donc c'est une des grandes questions que pose la sublimation, car une formation réactionnelle nécessite une grande énergie psychique pour maintenir à la fois le refoulement et à la fois le contre-investissement. Et que cette sublimation appartient au mécanisme de défense du moi ouvre la discussion concernant les rapports entre sublimation et refoulement. Voilà. Et d'un point de vue économique, cette sublimation conserve de la pulsion la poussée, l'énergie qui préside à la poussée et la source. C'est le but et l'objet qui subissent le changement. Freud pensait que ne peuvent sublimer aussi que les individus dotés d'une très grande force pulsionnelle innée. Cette pulsion sexuelle met à la disposition du travail culturel des quantités de force extraordinairement grandes, et cela par la suite de cette particularité, c'est-à-dire de pouvoir déplacer son but sans perdre, pour l'essentiel, de son intensité. Donc elle modifie et déplace le but qui du sexuel devient créateur, et au lieu de la décharge, ce que l'on voit dans la décharge des pulsions destructrices aussi, la sublimation, elle va mettre la pulsion au travail. C'est ce terme de travail de la pulsion que j'ai aussi trouvé intéressant. Une pulsion qui se met au travail et en œuvre dans un processus plutôt de liaison, c'est-à-dire plutôt du côté de la pulsion de vie et plutôt du côté de l'éros. Voilà. Donc cette œuvre, même si elle est issue de la projection de fantasmes prégénitaux ou de pulsions partielles inutilisées de l'auteur, elle aura quand même une réalité matérielle et sociale. Voilà.
Freud, je vais passer vite, je vais vous épargner un petit peu toute le... Juste, je trouvais intéressant, il disait que le degré d'insatisfaction sexuelle que peut supporter l'homme moyen est limité, disait Freud, et que la plasticité et la mobilité de la libido sont loin d'être complètes et équivalentes chez tous les hommes. Et il reconnaît aussi que ce processus était trop difficile pour la plupart des patients. Mais cette quantité de libido sexuelle susceptible d'être sublimée présente une importance tout à fait particulière dans le processus de civilisation. Voilà. Mélanie Klein, elle avait fait aussi de la question du symbolisme et de l'expression symbolique des fantasmes la base de toute sublimation. Voilà. Et elle en avait fait aussi, c'est important, un lien essentiel entre les fantasmes primitifs et la relation à la réalité. Anna Segal avait soutenu que l'œuvre d'art satisfaisante est le fruit de la réalisation et de la sublimation de la position dépressive et que l'artiste soumet la mort à la vie en exprimant en fait tout à fait le conflit qui les oppose. Et de même, tous les artistes visent à l'immortalité et que leurs œuvres aient quelque chance d'échapper à la destruction et à l'oubli. Donc, le malaise de notre civilisation et qui fait grand bruit aujourd'hui, au bord de l'effondrement pour certains, est lié, à mon avis, en grande partie à l'oubli et au déni de la part singulière, langagière, intime, psychique et spirituelle de l'être humain. Et je ferai du flamenco, dans son authenticité et singularité affirmée, une forme de résilience nécessaire du sujet dans un Occident dont les valeurs s'écroulent. Il pourra rester comme trace de paroles humaines vraies dans une civilisation de plus en plus mécanisée, numérisée, où l'être humain est robotisé, avec son espace de sublimation réduit à très peu. La vie humaine n'est pas ce que les institutions prévoient, commercialisent et marchandisent. J'ai travaillé sur les jeunes adolescents récemment, j'ai été assez affolée. J'ai de plus en plus de gamins de 17 ans qui viennent consulter, qui sont complètement aliénés et addicts à ce que l'on appelle jeux vidéo. Mais qui, à mon avis, sont pour une grande part des systèmes pervers au service de l'aliénation de nos jeunes. Et ils vendent déjà en billions de dollars. Et j'ai eu les chiffres et les ventes exponentielles depuis moins de 10 ans, des produits qui leur engluent l'esprit. Léo, un jeune de 17 ans que je suivais, m'a dit « J'ai rêvé que j'étais une machine ». Mais en me parlant ce rêve, il a pris conscience de ce dans quoi il s'engluait et pour lequel il y passait les nuits et n'allait plus à l'école. Et il y passait les nuits de manière compulsive. Ce qui ne l'intéressait pas, c'était pas la vidéo, mais c'était d'appuyer compulsivement sur un bouton en compétition avec un autre. Mais le bouton, c'était des achats, en fait, qui grévaient la carte bleue de sa mère. Donc, il me dit, j'en prenais conscience dans le rêve, donc c'est beau ça. Et il se mettait à pleurer. Et pour ce jeune, j'ai pensé qu'un nouveau futur pouvait s'ouvrir dans cette prise de conscience. Ces industries réduisent l'homme à l'état d'objet partiel. Elles les surnomment les eye-balls, les yeux boules, comme les boutons des caisses à sous là, pour enclencher les sous. Donc, ces industries réduisent déjà l'homme à l'état d'objet partiel, voire d'objet A, s'appuyant sur la pulsion et la capacité rapide d'aliénation de l'homme. Donc, je reviens au flamenco. La copla flamenca est une forme littéraire très dense, qui concentre en un minimum de mots, sensations et sentiments universels dans une fulgurante concision, où le duende apparaît comme vérité nue. L'écrit, c'est de la parole, disait Lacan, différenciant la parole pleine, porteuse de vérité, de la parole vide, fausse et porteuse de mensonges. Et seule la parole témoigne dans la réalité, Gérard nous en parlait aussi ce matin, de cette part des puissances du passé qui a été écartée à chaque carrefour où l'événement a choisi. Il ne s'agit pas dans l'anamnèse psychanalytique de réalité, dit Lacan, mais de vérité. Et c'est l'effet d'une parole pleine de réordonner les contingences passées en leur donnant le sens des nécessités à venir
tels que les constitue le peu de liberté par où le sujet se les fait présente, dit Lacan, dans Fonction et champ de la parole et du langage. Donc, l'absence de parole vraie se manifeste par les stéréotypies d'un discours, où le sujet, peut-on dire, est parlé comme une marionnette plutôt qu'il ne parle. Et on peut y reconnaître les symboles de l'inconscient sous des formes pétrifiées. Or, le psychisme humain a besoin de paroles vraies pour faire confiance en l'autre, avoir foi en l'autre, en l'humain et en la vie. Et il y a ceux qui parlent et qui, sans le savoir et sans le préméditer, révèlent une vérité qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Il y a ceux qui recèlent la vérité en eux, mais qui ne la disent pas avec des mots. Et au sein de tels êtres, l'esprit demeure dans le battement du silence. C'est Khalil Gibran qui le dit dans Le Prophète. Le duende s'élève peut-être dans ce battement du silence de la pulsion suspendue et viendrait faire résonance ou consonance, qui était aussi un terme de Lacan, c'est-à-dire loin du corps, dans un réel qui fait accord entre corps et langage. Voir, croire, aimer, rêver toute une vie, cesser de mentir, ouvrir ses entrailles, la vérité sans mensonge, dit aussi Gabriel Sandoval. Pour conclure, il y a eu chez Freud, Freud a été passionné dans sa théorisation et sa découverte de l'inconscient. Il a été grand collectionneur aussi d'objets antiques. Et il y a eu aussi chez lui ce formidable élan créateur mobilisé dans ses recherches. Mais quand il quitte la théorie pour parler de sublimation, il s'est limité à 2 domaines. La production artistique avec Léonard de Vinci, le Moïse de Michel-Ange, Goethe, et l'investigation intellectuelle dont la science représente pour lui la forme la plus achevée. C'est la question qu'il faudrait poser à l'heure actuelle où la science sans éthique embarque l'humanité vers une dérive. Voilà. Et pour Freud, religion et philosophie ne seront pour lui que des illusions. Et ses rapports avec la musique ont été plus complexes. Donc décrire de manière métapsychologique la sublimation reste limité pour nous dans le domaine psychanalytique, mais l'ouvrir, comme nous le faisons aujourd'hui, aux productions de l'art et de la musique, la sort aussi d'un simple concept psychanalytique. Et ce qui fait que je me demandais si cette science de la psychanalyse n'entrait pas non plus dans le concept de sublimation. Je terminerai encore avec un mot sur le duende. Je le situerai pour ma part à partir d'un concept qu'avait donné Freud à plusieurs reprises dans sa préface aux 3 essais, c'est-à-dire le terme d'élargissement d'Erweiterung. Claude Raban, dans un travail sur la mélancolie, métamorphose de la mélancolie, avait souligné ce relevé de Freud. Il avait insisté sur le rôle joué par la spatialité et l'expansion dynamique dans la pensée freudienne. Et à mon avis, dans le psychisme de l'être humain. C'est parce que l'étendue est la substance véritable de l'inconscient qu'elle construit par projection le monde où nous vivons, c'est-à-dire la dynamique des formes constituant ce qu'on peut appeler la culture, ou par un terme plus ancien et plus spinozien, l'esprit humain. Faire une analyse permet de réécrire son histoire, de gagner sur les zones sombres de l'inconscient qui nous agissent à notre insu. Elle permet d'élargir sa conscience dans un mouvement d'ouverture et un mouvement dynamique constructiviste, d'élargissement d'unité ou d'espace de plus en plus grand. Et il s'agit pour nous, dans l'analyse, d'amener l'analysant à une parole vraie et pleine. Et cette parole pleine est celle qui forme la vérité, rappelle Lacan. Et elle permet ce rapport à l'être qui est ce moment de dévoilement, d'aletheia. Et ce dévoilement, cette révélation est le dernier ressort de ce que nous recherchons dans l'analyse. Cela libère alors chez le patient une énergie psychique qui était entravée jusque-là par des digues et peut ouvrir à ce fond primitif décrit par Lou Andreas Salomé et pressenti par les poètes, cette puissante énergie vitale créatrice qui jaillit de l'inconscient et dont les chanteurs de canterondo usent. Au-delà de l'expression culturelle et artistique, le flamenco est aussi forme de vie. On en parlait aussi ce matin, éthique de vie flamenca.
réunissant tous ceux qui se définissent de cette forme de vie alternative à celle basée sur les croyances, la soumission au système sociétal ou religieux de chaque époque. Le flamenco, tout comme le jazz, peuvent définir aussi comme figure d'identité. Flamenco et corrida ont ouvert la voie à la libération d'un passé dramatique, une expérience cauchemardesque profondément enracinée dans la mémoire ou l'inconscient de l'acteur et du spectateur, qui peut trouver ainsi une issue cathartique à ces problématiques conflictuelles. Cet individu du temps premier de l'aliénation, ce sujet de la pulsion, comme dit Gérard, entièrement orienté vers l'objet de son désir et centré sur une quête narcissique de sa propre identité, s'épuise dans une quête folle avec l'autre, le second pôle du couple. L'impossible harmonie engendre alors l'échec et le drame, et le dialogue avorté avec l'autre renvoie alors au monologue de la solitude et de l'angoisse. Cette catharsis offre ainsi une thérapie individuelle et collective avec une formule purificatrice. Cette célébration collective permet la reconnaissance et l'affirmation d'une identité. Cette identité andalouse, née du Guadalquivir, longtemps marginalisée du fait de ses croisements avec ses origines gitanes et d'un sud toujours douteux. Le flamenquisme est une attitude spirituelle, culturelle et sociale qui concerne le peuple andalou dans sa totalité. C'est une manière d'être qui se concrétise, se stylise et se cristallise dans cet art du flamenco et du toreo. Et ils sont la mémoire vive de ce peuple, issu de la rencontre des civilisations chrétiennes, arabes et gitanes, et que les politiques et l'Église ont tenté de réduire, de neutraliser et de contrôler, car la culture populaire est toujours susceptible de devenir un élément contestataire et subversif. C'est un peu comme si tout le duendé du monde classique s'entassait dans cette fête parfaite, disait Federico Garcia Lorca en parlant de la corrida, preuve de la culture et de la grande sensibilité, humanité d'un peuple qui découvre en l'homme ses meilleures colères, ses meilleures biles et ses meilleures larmes. Personne ne s'amuse, dit-il aussi dans sa conférence donnée à Buenos Aires, Jeux et théorie du duendé, en 1933 et en 1934. Le duendé se charge de faire souffrir par le biais du drame sur les formes vivantes et il prépare des échelles pour que l'on s'évade de la réalité environnante. Voilà. Vicente va nous reprendre Garcia Lorca juste après. Fréquentant le bord des abîmes en équilibre sur le fil du rasoir, le duendé marque une prédilection pour la lisière des plaies et la proximité de la mort. Mon ami, donc Vicente Pradal, marque lui aussi une prédilection pour le duendé. Et quand on en a parlé il y a 15 jours, ça m'a redonné de l'énergie là, pour ce colloque d'aujourd'hui. Je me suis dit peut-être que le duendé va venir nous visiter. Voilà, prédilection donc pour le duendé et pour la poésie de Garcia Lorca, notamment le lianto, bouleversant écrit de Garcia Lorca au moment de la mort de son ami torero Ignacio Sánchez Mejías, dont Vicente a fait aussi une interprétation magnifique chantée.